Bonjour Adrien, Salut Adeline. je suis super contente de te retrouver, surtout qu'on organise un petit week-end bientôt, fin juillet, sur la reconnexion à soi et puis un petit peu aussi sur comment passer à l'action. Mhm. Et surtout aussi pour que tu nous partages un petit peu ton expérience autour de la reconnexion à soi, parce que tu as traversé des périodes un petit peu compliquées. Et donc, du coup, voilà, si tu pouvais nous en parler un petit peu, comme, voir en gros ce que tu as traversé et comment est-ce que tu as réussi à rebondir. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Euh, bah, alors déjà, pour moi, le début de ce chemin ou de cette aventure de reconnexion à soi, enfin à moi, je dirais qu'elle a commencé de façon assez brutale, puisqu'en fait, ce qui a fait que j'ai commencé à prendre du temps pour moi et à euh, vraiment recommencer ou à apprendre même à identifier mes émotions, mes besoins, c'est que j'ai fait un burn-out au travail et que à ce moment-là, je me suis vraiment senti vraiment complètement perdu, à ne plus savoir pourquoi je faisais ce que je faisais, quelle était la raison derrière, et donc d'être en perte de vitesse et de motivation totale. Euh, Déjà, il m'a fallu un petit temps pour digérer vraiment cet état de choc, en fait, parce que d'une minute à l'autre, vraiment, je suis passé d'un moment où j'avais l'impression d'être en contrôle de toute ma situation à vraiment un sentiment de vide intérieur vraiment profond. Et, et donc, j'ai mis un peu de temps à revenir à quelque chose de plus stable. Euh, il y a quand même une partie de moi qui a, je dirais, presque été dans le déni. C'est-à-dire que je m'étais dit, bon, voilà, je suis, certes, j'ai beaucoup de travail et de pression, etc. Mais bon, voilà, je me repose un petit peu et ça va revenir comme avant. Et puis après, il y a d'autres épisodes dans ma vie qui ont fait que c'est devenu impossible d'ignorer que je me retrouvais à un point où je ne trouvais aucun sens à ce que je faisais au quotidien en termes de prendre du temps pour moi, de prioriser les choses qui étaient importantes. Et donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience que je devais changer plusieurs choses. Euh, et donc, donc c'est à partir de ce moment-là en fait que j'ai vraiment découvert le chemin de. Pour moi, c'est plus que du développement personnel, c'est vraiment la découverte de moi-même. Et ça a commencé par des choses assez standards de thérapie classique. Euh, et et c'est vrai qu'au début, j'ai vraiment eu du mal à rien qu'à exprimer en fait ce qui me traversait, comment je me sentais, et à identifier un peu les causes euh, de cette déconnexion totale, en fait, parce que j'avais vraiment aucun vocabulaire pour exprimer émotions, besoins, envie. Enfin, c'était vraiment, tout était, avant de prendre un peu de recul, toute ma vie était vraiment très centrée sur ce besoin, ce conditionnement de, de faire en sorte que ma famille soit en sécurité. Et donc, à ce moment-là, ça voulait dire pour moi euh, avoir un bon rôle dans une grosse entreprise, la sécurité financière de tout ce qui va autour. Et c'était vraiment devenu, enfin, j'étais obnubilé par ça inconsciemment, hein, mais vraiment obnubilé par cette, ce, ce, ce besoin apparent, ce conditionnement. Maintenant, j'arrive vraiment plus à le voir comme ça de je suis père de famille, mari, et je dois faire en sorte que la sécurité de ma famille, la stabilité de ma famille passe avant tout. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est passé avant tout euh, à tel point que je me suis complètement oublié. Et voilà, c'est un peu ce qui m'a amené
à changer un peu la façon dont je me comportais au quotidien et dont je voyais le, la vie du travail, l'utilisation du temps, ma valeur aussi propre. Donc voilà, c'est un peu ce qui a fait que la deuxième partie de ma vie a vraiment commencé. D'accord, donc en fait, tu veux dire que c'était un peu comme si tu étais coincé dans des croyances, qu'il fallait, avoir un super travail pour gagner, suffisamment d'argent pour mettre ta famille à l'abri, financièrement en tout cas, et que c'était ton rôle de faire ça. Donc tu essayais de faire ça vraiment bien, on va dire, et du coup tu t'es, complètement oublié. Et tu pas v et là, tu étais plutôt dans le déni en fait, de tes ressentis, de ce que tu avais besoin toi personnellement. Et Ouais, complètement. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui avec pas mal de recul que j'étais dans une situation où euh, j'arrivais pas en fait à voir comment me sortir de cette espèce d'engrenage. Et que quand ça devenait un peu compliqué au travail, la seule solution qui me venait à l'esprit, c'était de travailler plus. Et c'était vraiment ça. C'était, voilà, en fait, je peux pas me permettre de perdre mon boulot, alors qu'il y avait aucun signe qui faisait que j'étais pas performant ou que ça n'allait pas. Bien au contraire, j'ai eu la chance d'être, enfin, d'avoir selon certains standards, une très belle carrière dans une grande entreprise américaine. Mais donc ça se passait vraiment bien, mais il y avait vraiment inconsciemment ce comportement de, en fait, de toujours faire plus et d'espérer qu'à un moment, bah, ça aille mieux. Sauf que c'est un peu l'image de l'élastique qui a tiré, tiré, tiré et qui à un moment a complètement lâché, quoi. et tu l'as pas vu venir? Ou un peu quand même? Je pense que non, enfin, au moment où ça s'est passé, j'étais tellement la tête dans le guidon que même si c'était évident pour certaines personnes autour de moi que il y a plusieurs personnes qui me recommandaient de vraiment prendre du temps pour moi, de faire attention, etc. En fait, c'était vraiment pas quelque chose qui m'atteignait. Euh, et, et donc, non, non, aujourd'hui, avec le recul, oui, c'est facile de voir qu'il y a eu plein de signes avant que ça explose complètement. Mais sur le moment, non, c'était vraiment la tête dans le guidon et c'était arrivé un moment où je me disais, mais en fait, prendre le temps pour manger, prendre le temps pour dormir, c'était une perte de temps parce que ça m'empêchait de vraiment d'avancer encore plus sur mon boulot. Donc, c'était vraiment devenu un, Cercle vicieux presque. un cercle vicieux complètement et bah, il n'y a eu qu'une seule issue possible. Et comment tu as vécu, du coup, l'arrêt? Parce que tu as été arrêté, Ouais. tu as quitté ton travail aussi ou? Ouais, ouais. Donc il y a eu plusieurs étapes. D'abord, j'ai été arrêté au travail pendant au total une période de 3 mois, en plusieurs fois, mais au total 3 mois. Euh, et c'est vraiment là en fait où j'ai commencé à euh, eh ben, à faire des choses, des expériences que je m'étais jamais autorisé à faire. Euh, la chose la plus simple étant de partir en vacances sans ma femme à l'époque et ma fille. Euh, mais enfin, pour donner un exemple un peu complètement, enfin, c'est vraiment la période où j'ai commencé à faire euh, des expériences qui me faisaient peur sans que je sache pourquoi, mais qui m'attiraient aussi beaucoup. Euh, et donc, c'est là que j'ai découvert, par exemple, le tantra. J'ai toujours été fasciné par les arts martiaux et j'ai décidé de partir en Chine pendant 10 jours dans un temple de moines Shaolin. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui était sur ma liste quelque part, mais que j'avais enfoui bien profond parce que je me suis dit, mais non, en fait, je peux pas me permettre de partir comme ça, que ça, c'est du temps que du coup, j'aurais pas en vacances en famille, c'est de l'argent que je pourrais pas mettre dans des vacances en famille, etc. Et, et donc, du coup, j'ai eu besoin, si on veut le dire comme ça, d'en arriver là pour m'autoriser à faire des choses
vraiment différentes et commencer à expérimenter en fait certaines choses, me mettre dans des situations où il y avait une forme d'incompréhension, de désir, de peur, et vraiment de la traverser avec ce qui était là au moment présent pour dire, bah, en fait, est-ce que c'était juste un fantasme, un désir, une envie, ou en fait, est-ce qu'il y a quelque chose à creuser qui vraiment me parle, que j'ai pas nourri aujourd'hui? Et ça a vraiment été le début, en fait, d'expérience pour petit à petit commencer à ressentir ce qui se passait dans mon corps. Et au lieu d'être dans la tête et d'anticiper tous les scénarios possibles, juste de me mettre dans la situation et de voir à ce moment-là comment je réagissais en fait. Mhm. Donc, ça veut dire dans ton corps ou toutes les idées qui te passaient par la tête et voir si finalement c'était fondé, toutes ces peurs. Exactement. Et c'est là où je me suis rendu compte que, même si je l'avais entendu plein de fois, mais c'est vraiment par ces expériences-là que que j'ai conformé, que j'ai conforté plutôt l'idée que le mouvement, aussi petit soit-il, est crucial pour ne pas rester bloqué et que la tête prenne le pas euh, sur le corps, en fait. Euh, et, et en même temps, quand je vois l'évolution, le meilleur exemple, c'est de ma vie. J'ai toujours été très actif en tant qu'enfant. Je faisais beaucoup de sport, j'étais souvent dehors, etc. Et c'est vrai qu'après, à partir du moment où il y a eu les études, le travail, euh, cette partie-là active de ma vie, elle a petit à petit en fait diminué pour en arriver à passer des journées de 15-16 heures sur une chaise devant un écran, entre des Zoom calls, des réunions, des machins, euh, et d'être vraiment complètement déconnecté de certains besoins vitaux, quoi, en fait. Mhm. Ouais, donc du tout, ouais, tu t'étais complètement perdue. Mais, et donc pour retrouver en fait tout ce que tu aimais peut-être enfant, en fait, est-ce que tu es retourné voir un peu ce que tu aimais faire quand tu étais enfant pour voir, pour expérimenter des nouvelles choses et te faire un peu comme un guide pour retrouver ce que tu aimais bien aujourd'hui, enfin à cette période-là en tout cas? Mais c'est marrant que tu parles de ça parce que euh, c'est ce qui a. J'ai mis beaucoup de temps à l'accepter, mais c'est ce qui a fait que je me suis un peu éloigné, en tout cas pendant un temps, des thérapies classiques euh, parce que euh, c'était beaucoup c'était beaucoup de réflexion pour essayer de comprendre les causes de revenir à des choses d'enfance. Et tout ça, pour moi, c'était des exercices mentaux qui renforçaient cette déconnexion. Euh, Parce que, encore une fois, pour une raison X, Y, il y en a sans doute plein et elles sont différentes pour plein de monde, mais il y a énormément de choses de mon enfance dont je me rappelle absolument pas. Euh, et j'ai déménagé beaucoup quand j'étais petit. Et il y a sans doute encore des choses que j'ai pas encore découvertes qui, du coup ont fait que j'ai enfoui pas mal de choses. Euh, mais du coup, d'entendre incessamment que il fallait que je me reconnecte par la tête avec des souvenirs d'enfance, etc. En fait, ça a généré chez moi plus d'anxiété que ça n'a résolu quoi que ce soit. Et en fait, c'est vraiment quand j'ai découvert, quand j'ai découvert le tantra, que je me suis rendu compte à quel point je ne me connaissais pas et je ne savais pas aujourd'hui ce qui me faisait du bien, que je n'avais pas ni les sensations ni le vocabulaire pour euh, cette chose fondamentale d'identifier et de verbaliser mes besoins, mes demandes, etc. Et en fait, ça a vraiment été la fondation de tout ce que j'ai fait depuis. Euh, Parce que ça me paraît être la base essentielle pour ensuite faire tout le reste. Et puis même la relation avec moi-même a forcément un impact sur la relation avec l'autre. Et, euh, et donc ça a vraiment été cette réalisation que si je suis
pas capable aujourd'hui ou que j'ai pas les outils aujourd'hui pour identifier, pour ressentir ce qui se passe en moi et pouvoir mettre dessus des choses que les autres peuvent comprendre, bah déjà que je peux comprendre et que les autres ensuite peuvent comprendre, bah, je faut que je relance tout à zéro en fait, entre guillemets. C'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Et, et donc c'est vrai qu'à travers à travers le tantra et donc d'être dans le moment présent, d'explorer des choses des choses qui aujourd'hui me paraissent simples et fondamentales dans la relation, telles que le consentement par exemple, euh, bah, sans savoir d'où je pars moi, c'est vraiment très difficile pour l'autre en fait de se positionner et d'avoir quelques rapports en fait, puisque si moi j'ai pas de position par rapport à comment là je me sens, comment je suis, l'autre a aucune information pour ensuite se positionner ou trouver un juste milieu. Enfin, et du coup, je me suis rendu compte que cette relation à moi-même, elle impactait en fait tout. Et donc, du coup, c'est vraiment à ce moment-là que il y a une prise de conscience de c'est ma responsabilité, pas forcément de me reconnecter à mon enfance, etc. Mais aujourd'hui, là où j'en suis, c'est ma responsabilité euh, d'apprendre qui je suis, en fait. Euh, et ça a été vraiment le début, voilà, cette prise de conscience, ça a vraiment été le début de tout le chemin qui a suivi et qui va continuer et voilà, En fait, je pense que j'avais vraiment cette croyance que une fois que les choses étaient calées dans ma vie, ben ça avancerait posément, calmement, que ça se ferait étape par étape, tranquillement, euh, et que euh, et que les choses viendraient à moi, ce qui est complètement différent de cette forme de foi et de confiance en la vie que je touche parfois aujourd'hui. Euh, c'est vraiment une approche complètement différente, quoi. Avant, c'était vraiment du laisser aller sans aucune responsabilité, prise de conscience. Aujourd'hui, c'est vraiment différent par rapport à ça. D'accord. Et quand tu dis prendre ses responsabilités, c'est du coup prendre le temps de ressentir, de se connaître, de s'écouter, d'écouter ses besoins, plein de choses en fait comme ça. Tout à fait, mais aussi la responsabilité, je pense que quelque chose qui a été le plus compliqué pour moi à vraiment euh, appréhender, c'est de prendre la responsabilité de mes émotions. Euh, je me rends compte qu'il y a énormément de situations où euh, ce qui se passait en moi, je le rejetais sur la situation, sur l'autre personne, sur peu importe, et que je ne prenais absolument pas la responsabilité de c'est ma version de la réalité, c'est ma réalité, et ce que je suis en train de vivre, moi je le ressens comme ça, et c'est ok que les autres ne le ressentent pas pareil, et c'est normal, et c'est valide, et ce que je ressens n'est pas euh, moins correct, important, juste que ce que la personne à côté de moi ressent. Mais il y avait cette croyance au fond de moi que il y avait une bonne et une mauvaise façon, entre guillemets. Qu'il y avait un blanc, un noir, un juste, un faux, peu importe. On utilise les mots qui nous parlent, mais qu'il y avait vraiment euh, ouais, c'est un peu cette sensation des devoirs, quoi. C'est est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux, est-ce que j'ai une bonne note, est-ce que j'ai une mauvaise note. Enfin, il n'y a pas vraiment de juste milieu, quoi. Enfin, il n'y a pas vraiment de milieu. Alors qu'en fait, euh, et j'en reviens toujours au tantra à travers le fait de pouvoir être dans des environnements et dans des cadres bienveillants où je me suis senti libre d'exprimer ce qui se passait à ce moment-là, même s'il y a des moments où je me sentais complètement en déconnexion avec ce que les autres partageaient, parce que moi, j'étais dans des choses qui étaient beaucoup plus conditionnées, beaucoup plus noir et blanc, etc. Mais rien que le fait de pouvoir partager ça et d'avoir des conversations avec des gens qui voient les choses vraiment différemment de moi, ça a été le début d'une ouverture vers euh, non pas rejeter mes émotions, mais les laisser venir, vraiment les laisser s'exprimer sans
peut-être qu'un jour, il n'y aura pas du tout de jugement, mais avec moins de jugement sur le fait que je ne devrais pas ressentir ça ou, euh, ou pourquoi est-ce que moi je ressens ça comme ça et pas les autres. Voilà, c'est plus d'accepter petit à petit vraiment la personne que je suis avec les réactions que j'ai aujourd'hui. Euh, Donc et juste vraiment, accueillir ouais, en fait, juste accueillir en fait tout ce qui te traverse, que ce soit les émotions, les pensées. accueillir et accepter que simplement dire là, je ressens quelque chose qui me dérange, sans que ce soit forcément complètement identifié tout de suite, qu'il y a un produit fini, etc. Qu'en fait, c'était déjà un pas énorme vers moi, la compréhension de mon ressenti, de la communication, la verbalisation vers l'extérieur, et que voilà, que ça pouvait complètement se faire étape par étape, et qu'il n'y avait pas besoin de, et qu'il n'y avait pas justement cette façon parfaite à tous les moments d'exprimer exactement ce qui se passe, mais d'être vraiment dans l'accueil et, euh, et de, ouais, d'être vraiment dans l'accueil. Et ce qui m'a vraiment beaucoup aidé aussi, c'est le fait de voir les émotions comme des énergies qui ne sont ni bonnes ni mauvaises. Euh, j'ai, ouais, encore une fois, c'est des conditionnements et c'est la façon dont j'ai été élevé, l'école, l'éducation, etc. Mais que être en colère, c'est pas bien, que crier, c'est pas bien, et donc de réprimer tout ça jusqu'au point d'être incapable de le réguler de façon saine, de l'extérioriser. Du coup, ça reste. Aujourd'hui, je suis persuadé que tout ça, ça reste dans le corps, que ça s'accumule et que après, il y a plein de conséquences autres, quoi. Mais, euh, mais c'était vraiment ça, le fait de me dire, bah, ok, là, je ressens de la colère, d'être beaucoup plus capable de réguler cette émotion et de la libérer d'une façon ou d'une autre. Et après, prendre le temps de comprendre peut-être d'où ça vient, de vraiment regarder les faits le plus objectivement possible et d'être capable d'en parler avec là ou les personnes qui étaient là pour valider ce que moi j'ai vu en tant que fait Mhm. et vraiment essayer d'enlever cette interprétation qui est propre à moi. Mais pour être capable après d'identifier quand ça se repasse euh, une prochaine fois, d'être plus dans un mode de prendre une respiration et de pouvoir répondre de façon appropriée plutôt que d'avoir une réaction qui est complètement disproportionnée parce que c'est l'accumulation de plein d'autres petites choses. Euh, Donc en fait, quand il y a une émotion, quelque chose comme ça, tu conseillerais de l'accueillir et de voir peut-être le besoin qui n'a pas été comblé derrière et qui fait que ça crée une émotion ou une réaction qui peut être disproportionnée derrière. ouais, complètement. Et c'est c'est aussi tout le concept qu'il y a derrière la communication non violente, euh, mais qui, encore une fois, pour moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser il y a maintenant 3 ans, euh, je me disais, mais c'est encore un process, c'est encore quelque chose qu'il faut faire bien ou mal. Et du coup, je n'ai pas accroché tout de suite à ce concept justement d'observation, des sentiments, des besoins, de la demande. Pour moi, tout ça, c'était encore un process en plus. Et à l'époque, pour moi, c'était impossible de. Je le ressentais vraiment ça. C'était impossible de rajouter encore un process. Ma carrière, ma vie, tout était process. Et là, on me disait de mettre un autre process. C'était juste pas possible. Mhm. Mais de vraiment. Mais c'est ça, tu as raison. C'est vraiment accueillir euh, et trouver un moyen de. En fait, de juste pas le garder à l'intérieur. Et ça peut juste être l'écrire sur une feuille de papier. Ça peut être le verbe. Pour moi, je me rends compte de la différence entre l'écrit et le verbaliser, par exemple. Je sais que pour moi, même si c'est par moments très difficile, le fait de verbaliser quelque chose, même si c'est que à moi-même, mais juste de le sortir, je, me, je sens physiquement que mon corps se relâche quand ça sort. Comme Ça c'est évident aujourd'hui. comme s'il y avait une libération de peut-être j'allais dire d'une blessure, mais peut-être pas forcément. Je sais pas si ça va jusqu'à la libération déjà, mais c'est vraiment une forme de pression en moi. C'est un peu comme si tout d'un coup mes épaules faisaient direct, quoi. C'est vraiment et juste le fait de le verbaliser.
Et ça peut être, comme je disais tout à l'heure, simplement, là, je sens que quelque chose se passe au niveau du plexus de l'estomac. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sens qu'il y a quelque chose. Et juste d'être capable de vraiment l'accueillir pour après, éventuellement, ça peut être 5 minutes après, 10 minutes, une demi-heure, dire, bon, voilà, quels sont les faits, le plus objectivement possible, qui ont déclenché ça chez moi. Et après, effectivement, comme tu parles du besoin, identifier le besoin qui n'est pas nourri, est-ce que c'est quelque chose que je peux nourrir moi-même? Est-ce que j'ai besoin de faire une demande pour être aidé? Enfin, mais tout ça, pareil, faire une demande, pour moi, c'est des choses qui sont assez récentes. J'ai toujours eu du mal à demander de l'aide. Enfin, voilà, il y a plein de choses derrière. Mais petit à petit, ouais, ça a vraiment été cette première étape de laisser venir. Et au tout début, c'était même de voir, de sentir qu'il y a quelque chose qui vient et tout de suite, il y a un automatisme dans mon corps qui fait que ça se contracte et l'envie, c'est tout de suite d'aller faire autre chose pour que ça parte. Mais que ça parte, pas vraiment, quoi, en fait. On est plus dans la fuite, peut-être. Complètement, de la fuite, de ressentir quelque chose que je comprends pas, qui est pas forcément agréable. Ouais, complètement de la fuite. Ouais. Et sinon, par exemple, avant ton burn-out, tu dis c'est difficile de demander de l'aide. Est-ce que ça te paraissait envisageable, avant que tu fasses ton burn-out, de demander de l'aide à quelqu'un pour être moins submergé, d'être dans cet engrenage? C'était vraiment très difficile. Euh, ce côté, en fait, ouais, ce côté c'est peut-être juste de la vulnérabilité, en fait, tout simplement, mais de demander l'aide. L'étape d'après, tout de suite dans ma tête, ça veut dire que j'en suis pas capable seul. Ça veut dire que je suis pas assez bon. Ça veut dire que qu'est-ce que je fais là? Et en fait, ça partait tout de suite dans des choses, euh, dans un autre cercle vicieux, en fait. Euh, et ce qui est hyper surprenant, c'est que c'est ce qui se passait dans ma tête, sachant que j'étais le premier à dire, à l'époque, je gérais des équipes, j'étais le premier à dire aux autres, si tu as besoin d'aide, je suis le premier pour être là. Mais moi, demander de l'aide, c'était vraiment très difficile. Et il y a encore des situations aujourd'hui où demander de l'aide avec des gens où il y a une certaine forme déjà un rapport établi, que ce soit d'intimité, de confiance, peu importe. Il y a des moments où ça me demande vraiment de, de me recentrer sur moi pour pouvoir faire le pas, en fait. Je vois bien qu'il y a encore cette forme ouais, de vulnérabilité qui est parfois compliquée Accepter. à accepter. Ouais, exactement. Mhm. Bon, et donc, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais? Parce que tu parles peut-être d'accepter de demander de l'aide, accepter ses émotions. Et tu parlais aussi au début de faire des expériences, d'expérimenter, voir, même si ça nous fait peur, d'expérimenter, voir ce qui se passe réellement, plutôt que d'imaginer tout ce qui va se passer. Et puis ensuite, on voit. Est-ce que c'est à peu près les conseils que tu donnerais à ceux qui souhaiteraient mieux se connaître? Ouais, complètement. Et en fait, euh, autant que possible, ce qui fonctionne pour moi, euh, c'est d'essayer de dédramatiser les situations. Et comment moi j'y arrive, c'est à travers les petits jeux. Donc ça peut être des petits défis, ça peut être des choses comme ça. Moi, je sais que quelque chose qui me challenge beaucoup, mais qui, à chaque fois que je le fais, je passe par une période de peur, des grosses émotions, et après je les traverse, c'est la règle des 5 secondes. C'est-à-dire, il y a quelque chose que j'ai envie de faire là, je ne sais pas trop d'où ça vient, je sais pas, je suis dans une réunion, il y a quelque chose qui me vient, j'ai envie de parler. Je me dis, voilà, je compte jusqu'à 5 et je le fais à 5. Je prends la parole, je dis quelque chose, peu importe. Et au début, c'était vraiment une source d'anxiété énorme. Et puis au fur et à mesure, avec
le fait que c'est jamais aussi catastrophique que ce que je m'étais imaginé, que je le prends de plus en plus avec ce côté de jeu. J'ai parfois besoin de me dire qu'est-ce qui peut arriver de pire, peu importe. Mais en fait, ce que je peux imaginer de pire ne se passe, ne s'est pas encore produit, on va le dire comme ça. Mais le fait de tourner les choses un petit peu en jeu, en légèreté, de façon ludique, moi, m'aide beaucoup à retomber un petit peu dans ce comportement d'enfant, en fait. Et ce qui est difficile pour moi et pour beaucoup de gens avec qui je parle autour, c'est que on est dans un environnement, la plupart du temps, professionnel, familial, où on nous connaît d'une certaine façon, et que de changer ça, déjà c'est compliqué, mais dans un environnement qui ne va pas forcément comprendre ce qui se passe, c'est encore plus compliqué. Donc, moi, ce dont j'ai fait l'expérience et ce que j'invite vraiment les gens à faire, c'est de se mettre dans des situations, et ça demande déjà un premier pas, mais de se mettre dans des situations où on se sent capable de se challenger. On m'a partagé une image une fois qu'aujourd'hui j'adore et que j'utilise souvent, c'est l'image des franges d'un tapis. C'est-à-dire que le tapis, c'est nous aujourd'hui, voilà, avec tout ce qu'on a, les conditionnements, les croyances, peu importe, mais la façon dont on est aujourd'hui. Et que l'idée, c'est d'aller sur les franges du tapis, tout en se sentant en sécurité, mais d'aller explorer ces zones un petit peu en dehors de la zone de confort pour que ensuite les franges elles s'étendent et qu'on fasse vraiment grandir le tapis. Et donc, c'est vraiment à travers ça que moi, j'ai eu l'espace pour faire des expériences, pour me mettre dans des situations vraiment en dehors de ma zone de confort, challengeant, parfois inconfortable, mais où le support, le soutien et la communication étaient tellement présente et je les ressentais tellement que tout ce qui me traversait, tout ce que j'exprimais, tout ce que je voulais faire et dire était OK. Et j'ai mis du temps à arriver à ça, mais le fait de me sentir dans un environnement où je ne ressens pas cette pression du jugement ou de la performance, moi, m'a permis euh, de vraiment retoucher à ce comportement d'enfant, on l'appelle comme on veut, à cette partie d'enfant intérieur, on utilise les mots qu'on veut, mais c'est vraiment cette partie de légèreté qui fait que les seules conséquences de cette exploration, c'est une information supplémentaire sur qui je suis aujourd'hui. Et donc, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de trouver un chemin par rapport à ça. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est une des raisons pour lesquelles on organise le week-end fin juillet. C'est vraiment pour permettre aux gens qui ressentent tout ce que j'ai décrit au début, de trouver un environnement où on explore, où on se met dans des situations simples et ludiques pour ressentir certaines choses, être capable de prendre le temps, pas être capable, prendre le temps de les accueillir, de baragouiner avec des mots, avec ce qui nous vient, pour arriver à quelque chose de plus en plus clair, pour que quand on ressent ça dans la vie de tous les jours, on puisse se dire, ah, ça, je l'ai déjà ressenti, j'ai fait ça qui m'a aidé à réguler cette émotion et se sentir en fait beaucoup plus stable et à même de réguler les émotions pour avoir une réponse qui est appropriée à la situation donnée. Voilà. Donc ça, on peut le faire tout seul, mais des fois, on n'ose pas parce qu'il y a de l'inconfort. Et donc là, de le faire en groupe ou en tout cas accompagné, ça peut être un peu plus facile et ça nous incite à prendre du temps pour soi finalement et d'aller à la découverte de soi. Ouais. Le faire tout seul, quand on ne sait pas comment faire, c'est juste hyper difficile. Et enfin, j'ai pas envie de généraliser. Pour moi, c'était vraiment impossible. Comme tu disais, tu as parlé de déni tout à l'heure, de fuite. Quand j'étais là-dedans, c'était pour moi impossible de me dire reste avec ça,
essaie d'identifier ce qui se passe, etc. Alors que d'être dans un environnement de groupe, en fait, il y a quelque chose avec le groupe qui fait qu'il y a cette forme de soutien, en fait. De quoi qu'il se passe là, je sais que je suis soutenu, je vois physiquement les gens autour de moi qui sont bienveillants, en soutien, près de moi, et il y a cette forme de confiance que je peux y aller. Et pour moi, c'est ça, c'est une des. Je trouve que le groupe a énormément de bienfaits, mais pour moi, ça, c'est essentiel pour ressentir que ces franges du tapis, elles me font peur, mais je suis pas seul. Et quoi qu'il se passe, je suis soutenu, j'ai une main tendue et ça ira. Voilà. Et ça, c'est vraiment, pour moi, une des composantes clés d'être capable de se dépasser, c'est que la sécurité et les besoins vitaux de sécurité, tout simplement, en fait, ils sont complètement remplis. Je sens la bienveillance, je sens plutôt que ce qu'on peut ressentir au quotidien de jugement, de performance, de perfectionnisme, de tout ça. Là, on est beaucoup plus profond que ça, quoi. C'est plus du tout une autre image dont on parle tout le temps, c'est l'oignon et enlever les couches, etc. Là, on arrive petit à petit vraiment au centre de ça en enlevant les masques et toutes les couches de ce qu'on doit faire pour faire ce qu'on veut faire. Et puis peut-être que être devant un groupe, je veux dire, ça permet aussi de se confronter au regard de l'autre et donc d'intégrer peut-être plus profondément aussi l'expérience. Oui, c'est vrai que, enfin, oui, complètement. Cette notion du fait que les autres sont des miroirs fait que il y a énormément de choses qui vont résonner chez les autres, chez moi, que ça va me faire peur au début, mais que du coup, la libération derrière, elle est d'autant plus belle, puissante, elle dure encore plus longtemps, et ça crée vraiment des liens d'intimité profonds qui restent, même si on rencontre des gens qu'on verra peut-être pas tous les jours sur les 6 mois d'après, c'est quand même des choses qui créent des liens qui sont vraiment uniques, authentiques et profonds. Mmh mh. Bah, merci beaucoup Adrien pour, toutes tes explications, Avec grand plaisir. ta présentation. Et puis, bah, je te souhaite une, très belle après-midi et je souhaite aussi à tout le monde une très belle après-midi. Au revoir. Merci beaucoup à toi, Adeline. Salut. Salut.